Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo portant sur le livre Modèle pour un cerveau de Ross Ashby, je vais essayer de vous en faire un bref résumé en 15 diapositives. L'auteur est un médecin britannique, diplômé de Cambridge en 1928, qui exerça la psychiatrie en hôpital dans les années 30. Il devint professeur en biophysique et génie électrique durant les années 60 à l'université d'Illinois aux États-Unis. Il étudia les travaux de Pavlov sur les réflexes conditionnels et exercera une influence sur des spécialistes de la cybernétique comme Norbert Wiener ou Herbert Simon. Dans Modèle pour un cerveau, Design for a Brain en langue originale, il pose les définitions et la méthodologie de l'étude des systèmes et l'applique au cerveau. Le livre est publié en 1952, soit 2 ans après Cybernétique et Société de Norbert Wiener. Tout d'abord, voici la problématique à laquelle l'auteur prétend répondre, telle que décrite par lui-même. Je cite: d'un côté, les médecins ont révélé à quel point le cerveau ressemble à une machine par bien des aspects, par sa dépendance aux réactions chimiques, par sa dépendance à l'intégrité des chemins anatomiques, et par la précision et la prévisibilité avec laquelle ces composants agissent les uns sur les autres. De l'autre côté, psychologues et biologistes ont confirmé en toute objectivité que l'organisme vivant se comporte de façon adaptative et motivée. Ces deux caractéristiques du comportement du cerveau se sont avérées difficiles à réconcilier et quelques professionnels sont allés jusqu'à les proclamer incompatibles. Ashby apporte quelques précisions sur le sujet. Il y a 2 types d'activités dans le système nerveux. Le réflexe qui est inné et déterminé en détail par les gènes. Chez les vertébrés, c'est principalement un produit de la moelle épinière et de la base du cerveau. Le second est un comportement appris, il n'est pas inné, n'est pas défini génétiquement, et c'est un produit du cortex cérébral, et il est significativement modifié par les expériences individuelles. Les réflexes ont déjà été étudiés par Pavlov, notamment, qui est cité par l'auteur. Celui-ci se concentrera sur les comportements appris pour aboutir à une analogie avec la distinction faite par Hilgard et Markey entre conditionnement et apprentissage instrumenté. Avant de répondre à la problématique qu'il s'est fixée comme objectif, Ashby va donner quelques définitions qui font encore référence aujourd'hui dans l'étude des systèmes, à commencer par la définition du terme de système. Je cite: face au nombre infini de variables, l'expérimentateur doit sélectionner un nombre défini de variables pour l'expérimentation. En d'autres termes, il définit un système abstrait. Le système est donc une liste de variables désignées par l'expérimentateur parmi celles de la machine réelle dont il diffère donc par nature. Parmi les systèmes pilotables, l'auteur distingue la catégorie des systèmes adaptatifs. Pour y parvenir, il définit d'abord les systèmes déterminés par état. Je cite: en biologie, le concept de machine pilotable se rencontre souvent dans des cas particulièrement simples, dans lesquels tous les événements possibles se produisent à partir d'un seul jeu de conditions initiales. Ce cas est suffisamment fréquent parmi les systèmes biologiques et dans ce livre pour mériter un nom propre. On y fera référence sous l'appellation de système déterminé par état. Il définit ensuite les variables essentielles. Pour certaines variables, de grandes variations initiales produisent des changements à peine perceptibles sur le système. A l'inverse, de petites modifications sur certaines autres variables produisent des effets importants sur la machine, allant jusqu'à la transformer en quelque chose de radicalement différent de ce qu'elle était initialement. Cette distinction permet d'identifier de manière assez objective les variables dites essentielles. Voici enfin la définition du système adaptatif. Je propose comme définition qu'un comportement sera dit adaptatif s'il maintient ses variables essentielles à l'intérieur de ses limites physiologiques. Ashby propose également une définition du système stable, en se basant sur l'espace des phases du système. Voici d'abord la définition de l'espace des phases. Le comportement d'un système peut aussi être représenté dans l'espace des phases. Chaque variable du système y est représentée par un axe. Le point représentant un état sera le point dont les coordonnées correspondent aux valeurs respectives des différentes variables. Il définit ensuite le champ d'un système. Je cite: le champ d'un système est l'espace de phase qui contient toutes les lignes de comportement obtenues en relâchant le système depuis chacun des états initiaux possibles à paramètres extérieurs constants. Il peut maintenant définir ce qu'est un système stable.
Considérant le champ d'un système déterminé par état et une région de ce champ, la région est stable si toute ligne de comportement qui démarre d'un point de cette région reste dans la région. Un champ sera dit stable si toute la région qu'il remplit est stable. Le système qui produit ce champ sera alors lui-même dit stable. Il dira plus tard qu'un système adaptatif est un système stable dont la région de stabilité est la région de l'espace des phases dans laquelle les variables essentielles restent dans leurs limites normales. Les deux définitions, bien que différentes en apparence, sont donc en réalité équivalentes. Ashby étudie ensuite le concept d'adaptation qu'il vient de définir et aboutit à la conclusion suivante. L'organisme capable de s'adapter a nécessairement une partie motrice et deux boucles de rétroaction. La première se base sur des entrées sensorielles en provenance de capteurs qui donnent à l'organisme des informations sans affect sur l'état du monde qui l'entoure. La seconde passe par les variables essentielles et convoie l'information sur les valeurs de ces variables comparées à leurs limites normales. Les personnes qui ont étudié l'automatique se souviendront sans doute du schéma bloc en boucle fermée, qui ne contient généralement qu'une seule boucle. Pour rendre ces systèmes adaptatifs, il faudrait prendre en considération que les gains des différents blocs du schéma sont calculés en linéarisant le système autour de son point d'étude. La seconde boucle, qui rendrait le système adaptatif, consisterait à modifier les gains en fonction du point d'étude. À ce stade, l'auteur a proposé un modèle qui répond au problème qu'il avait énoncé. Un système adaptatif fonctionne de manière déterministe et adaptative. Mais l'auteur ne va pas s'arrêter là, et va s'intéresser à certaines caractéristiques du cerveau. Pour tenter de les expliquer, et s'assurer ainsi que son modèle est compatible avec les observations des psychologues et biologistes, il va introduire un nouveau concept, celui de système polystable. En voici la définition. J'appelle polystable tout système dont les parties ont beaucoup de points d'équilibre, quelles que soient les parties qui le composent ainsi que la façon dont elles sont jointes. Ce type de système va permettre d'expliquer certaines observations empiriques, mais il comporte également un défaut qui permettra par ailleurs d'introduire la notion de complexité. Je cite : « Un système polystable, s'il est composé de parties dont les états d'équilibre sont répartis indépendamment de l'état de leurs entrées, se dirige vers un état d'équilibre final selon une trajectoire qui dépend grandement de la quantité de connexions fonctionnelles. Plus les connexions sont nombreuses, plus la trajectoire tend à être complexe et donc longue. Ainsi, l'ensemble tend à prendre un temps extrêmement long avant d'atteindre un point d'équilibre global. » La première caractéristique du cerveau, que le modèle de système polystable permet d'expliquer, est la question de la localisation des caractéristiques du cerveau. Voyons tout d'abord la propriété générale d'un système polystable. Dans un système polystable, la réaction à un stimulus sera régulière et reproductible pour un état initial donné, car l'ensemble est déterminé par état. Mais si l'on observe quelles sont les variables qui ont été activées par le stimulus, la réaction du système paraîtra irrégulière et aléatoire à cause de la propagation de la réaction des différentes variables. On s'attend à ce que le cerveau, et le cortex cérébral en particulier, se comportent de la sorte dans la mesure où il correspond à un système polystable. Ashby constate que cette caractéristique d'un système polystable correspond à un phénomène déjà observé expérimentalement. Je cite : « Un système polystable serait affecté par le retrait d'une de ses parties d'une manière analogue à ce qu'ont révélé les professionnels du cortex cérébral tels que Pavlov ou Lashley. Le retrait de presque n'importe quelle partie du cortex cérébral perturbe la réaction à un stimuli, et cela quelle que soit la partie retirée et quelle que soit la réponse que l'on teste. Et il n'y a aucune partie en particulier dont le retrait détruit la réaction globale. » Une autre caractéristique du cerveau que le modèle de système polystable peut expliquer est le phénomène d'habituation. L'habituation désigne l'atténuation d'une réaction au fur et à mesure que le stimulus qui la provoque se répète. Voici comment Ashby explique ce phénomène. Soumis à un stimulus répété, avec suffisamment de temps entre deux occurrences pour que le système atteigne un état d'équilibre, le système polystable est sélectif car il atteint tôt ou tard un état d'équilibre dont la confluence est telle que le stimulus ne permet pas de s'en extraire. Ainsi, si l'on définit une mesure de distance dans l'espace de phase, la distance de la réaction provoquée par le stimulus aura tendance à diminuer. Avant d'en venir aux conclusions, je note quelques perspectives envisagées par Ashby dans son texte. Tout d'abord, et contrairement à Herbert Simon dans Sciences de l'artificiel,
Ross Ashby ne sous-estime pas du tout la complexité du cerveau humain. Je cite : « Les faits réels concernant le cerveau sont tellement complexes et variés qu'aucune théorie ne peut espérer atteindre la simplicité et la précision de la mécanique newtonienne. Dès lors, que faut-il faire ? Je suggère d'essayer d'être exact dans certains cas sélectionnés au préalable, parmi ceux dont on sait par avance qu'ils peuvent être exacts. On pourra alors se confronter à la multitude des cas qui ne correspondent pas exactement, en utilisant l'hypothèse de continuité des propriétés d'un système, selon laquelle les propriétés d'un tel système seront proches des propriétés d'un système exact proche. Non seulement le système est défini en négligeant a priori certaines variables par rapport à l'organisme réel, mais en plus les résultats obtenus ne seront pas suffisants pour prétendre à des conclusions générales. On devra alors s'en remettre à une hypothèse de continuité, qui me semble d'autant plus fragile qu'on a expliqué que le processus d'apprentissage repose sur des mécanismes discontinus. La plus grande prudence devrait donc s'appliquer chaque fois que l'on parle du comportement du cerveau, a fortiori lorsqu'on veut utiliser un modèle du cerveau humain pour piloter la société. En revanche, Ashby n'exclut pas la possibilité que l'on parvienne à l'artificialisation du comportement du cerveau humain. Comme en atteste la citation suivante, il fut assez visionnaire sur les possibilités ouvertes par l'informatique. Je cite : « Il nous faut oublier la conviction naïve que les propriétés étonnantes de l'adaptation sont associées exclusivement au mécanisme cérébral. Beaucoup de caractéristiques du cerveau peuvent être retrouvées en dehors des processus d'adaptation, car ces processus peuvent se retrouver dans des systèmes dépourvus des caractéristiques neurophysiologiques, comme par exemple l'ordinateur moderne. » Enfin, l'auteur énonce des caractéristiques du processus d'apprentissage qui sont susceptibles de le ralentir ou de le rendre plus efficace. Premier exemple, la capacité du canal qui transmet le signal de stimuli le long de la chaîne de sous-systèmes est très importante. Si elle est trop grande, la quantité de perturbations transmises d'un sous-système au sous-système suivant peut être tellement importante que l'adaptation de ce dernier peut être différée sans fin. Ainsi, l'adaptation d'un système, quand bien même il serait large et immergé dans un vaste environnement, peut s'accomplir en un temps modéré s'il est composé de sous-systèmes en série et que les canaux entre ceux-ci ont une capacité limitée. On voit ici comment Ashby répond au problème de complexité du système polystable, et on retrouve une problématique déjà anticipée par Warren Weaver et Claude Shannon, et qui se concrétise aujourd'hui dans ce que Bruno Patino appelle la civilisation du poisson rouge. Autre exemple, lorsqu'on applique une régulation directe à la variable x, la quantité de régulation qui s'exerce sur x est absolument limitée par ce qu'on fournit. Mais lorsque la régulation est indirecte, via un paramètre p qui s'applique au mécanisme de régulation de x, la régulation qui s'applique in fine sur x peut être supérieure. La régulation indirecte permet donc d'amplifier la quantité de régulation, d'où son importance. On peut ici trouver une explication à la tendance qu'ont les politiques occidentales de ne pas traiter directement les problèmes auxquels leurs sociétés sont confrontées et de systématiquement chercher des méthodes indirectes dont ils espèrent qu'elles soient plus efficaces. Enfin, un dernier point permet d'aborder la notion de brouillage, qui est utilisée dans les télécommunications militaires pour gêner l'adversaire, mais qui peut également s'envisager dans les communications plus générales lors d'une guerre de l'information. Je cite : « En psychologie expérimentale, il a plusieurs fois été démontré que plus un nouvel apprentissage ressemble à un apprentissage précédent, et plus les interférences entre les deux sont élevées. » En conclusion, ce texte que l'on peut voir comme une vulgarisation du livre Introduction à la cybernétique, du même auteur, a le mérite de fournir des définitions claires aux concepts fondamentaux de la cybernétique. En des termes généraux, il pose une théorie de l'adaptation dont il décrit méticuleusement les étapes clés et pose ainsi des jalons qui permettront à l'ordinateur d'imiter le comportement adaptatif du cerveau. À ce sujet, il se montre prudent sur la capacité à expliquer tous les aspects du cerveau humain, et dans le même temps apparaît visionnaire quant aux capacités de l'informatique, alors balbutiante, de reproduire une forme d'intelligence adaptative. Enfin, il dresse un inventaire de phénomènes simples qui sont susceptibles d'entraver ou de favoriser l'apprentissage. Merci, et à une prochaine vidéo.